Depuis très longtemps, il me disait, écoute, il faudrait qu'un jour tu nous rejoignes dans le groupe, c'est un groupe formidable. On est un camp de gitans, on fait des tas de choses, chacun y amène ses talents, son talent, ses capacités, ses compétences. Alors, donc le groupe Bolloré, c'est un camp de gitans. C'est un peu ça, si vous voulez, c'est un camp de gitans. Il y a une chose, comme dans tous les camps de gitans, il y a le roi des gitans. Hein. Et tout le monde le connaît. Bonsoir, mais qui est vraiment Vincent Bolloré? Est-il le chef d'un camp de gitans, comme vient de nous le dire Ange Mancini, cet ancien grand flic qui travaille aujourd'hui avec lui, ou bien est-il plutôt le pirate du capitalisme français qui lance des raids contre des entreprises comme Bouygues, Havas ou Vivendi, qui est craint, voire détesté par une partie de l'establishment qui lui reproche ses méthodes de voyou. Lui qui n'aime pas qu'on parle de lui s'est retrouvé l'année dernière sous les feux des projecteurs lorsqu'il a pris le contrôle de Canal+ et qu'il a brutalement éjecté la plupart de ses dirigeants. C'est à ce moment-là que nous avons eu envie d'en savoir plus sur ce patron secret et puissant qui règne sur le transport en Afrique, sur les batteries des voitures électriques ou bien sur une partie des médias. Tristan Walex a travaillé 6 mois pour ce portrait pour complément d'enquête. Vincent Bolloré et ses proches lui ont souvent donné rendez-vous, mais ils ont presque aussi souvent ensuite annulé ces rendez-vous. C'est une enquête qui a souvent ressemblé à un jeu du chat et de la souris. Puis finalement, Vincent Bolloré n'a pas souhaité nous rejoindre ce soir dans les fauteuils rouges. C'est son droit. Alors on regarde tout de suite ce document de complément. Il est signé Tristan Walex, Mathieu Régnier et Michael Bozo. Depuis la tempête qu'il a déclenchée en s'emparant de Canal+, il avait soigneusement évité la presse. Ça va bien? Ouais. Comment ça va? Ce jour-là, sur les Champs-Élysées, le discret milliardaire a donné rendez-vous à la maire de Paris, devant les caméras. Bon, c'est le bus hein, qu'on vient voir, là, le tram. Ouais, je suis confus, non mais j'ai Non, honte. non, pas du tout. Mais c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Voilà, stationné. L'entrepreneur voudrait que les flashs crépitent autour de son tramway électrique flambant neuf. C'est que les stations se déposent en quelques heures. Celui qui a mis un grand coup de pied dans le PAF n'est pas là pour parler de lui. Peut-être vous pouvez sortir le bras, s'il vous plaît. Voilà, qu'on voit le bras. Pouvez-nous Regardez. sortir le bras, s'il vous plaît. Vous connaissez parfois plus discret, qu'est-ce qui fait que là, vous décidez de convoquer les journalistes? J'ai une baffe tous les jours, je vais pas convoquer les journalistes. Si eux, c'est un complément d'enquête qu'ils font voilà, pour France, je ne sais pas combien, 3 ou 2. Là où je suis opérationnel, c'est-à-dire sur le stockage d'électricité, je suis là. Là où je ne suis qu'au conseil de surveillance, je suis pas là. Si c'est ça votre question. Voilà. Est-ce que vous avez vu la Blue Summer? Le nouveau mania des médias préfère jouer les vendeurs de voitures. C'est notre prochaine voiture. Je ne parle que de ça. Non. Écoutez, si. Moi j'ai fait l'effort de venir, vous faites l'effort de répondre. Je ne parle que de la conservation de l'énergie. D'accord. Merci beaucoup. 1 heure sur les Champs-Élysées sans jamais évoquer les affaires qui fâchent. Les dossiers qui, depuis quelques mois, font de Vincent Bolloré le patron le plus redouté de France. Actuellement, il passe pour le croque-mitaine. On a un peu l'impression que certains parents disent si tu t'endors pas très vite, je vais aller chercher Vincent Bolloré. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation, désinformation. Vincent Bolloré serait-il victime de son audace? Un visionnaire intrépide, au génie incompris. Depuis 30 ans, le patron boulimique avale les entreprises. Il investit partout, tout le temps. Sa technique, le coup de force. Il touche à tout, renverse la table, coupe les têtes. Un patron au Karcher qui vire plus vite que son ombre. Chez Canal, personne n'a vu venir le tsunami Bolloré. Se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien. Guignol de l'info mise au pas. Émission censurée. L'esprit Canal à la sauce Bolloré. Ce qui change avec Bolloré, c'est qu'il y a une décision, un espèce de fait du prince qui est décidé depuis le sommet. On n'est pas informé, on ne nous dit pas la vérité. Quand on pose des questions, on nous ment. Il y a des endroits où il y a un peu des habitudes, des conforts, des petites traditions. Bon, c'est sûr qu'il secoue la machine quand il arrive. Il veut tout voir, il veut tout contrôler, et il veut surtout tout comprendre.
Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ses affaires. Quand il vient, il visite toutes les usines, il va dans les laboratoires et discute avec le gars qui est sur la paillasse pour lui demander ce qu'il fait, à quoi ça sert, etc. Donc il est comme ça, et il va donner son avis. Comment a-t-il fait d'une fabrique de papier à cigarettes à 2 francs une puissante multinationale qui pèse 15 milliards d'euros? Voyage en territoire Bolloré, des usines de batteries jusqu'aux ports africains, en passant par les plantations d'huile de palme, le côté obscur de son empire. Ça, c'est le côté caché de Bolloré, que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est ça qui lui donne de l'argent, c'est ça qui lui procure beaucoup de l'argent. Il est très puissant, Bolloré. Il a l'expertise, mais également il a le relationnel. Donc les deux jouent en sa faveur, forcément. Donc il sait tisser les liens et les entretenir, non? Un industriel, copain avec tout le monde, à commencer par les politiques. Il prête son yacht à Nicolas Sarkozy, charme les socialistes, la séduction, sa meilleure arme. Dans les affaires, on l'appelle le smiling killer, le tueur au sourire. C'est un prédateur et c'est un traître. Quand il vous dit d'ailleurs « je vous aime beaucoup », ça devient très dangereux. C'est quelqu'un qui tient un double langage, c'est quelqu'un qui fait faire le sale boulot par les autres. Vous savez ce que disent les gens à Paris quand ils parlent de lui. Vincent est tellement charmant mais si menteur. Histoire d'un businessman à la fois bienveillant et cassant, sympathique et sans état d'âme. Vincent, un ami qui vous veut du bien. Notre portrait commence plutôt bien. Le patron nous a conviés sur la terre de ses ancêtres, dans le Finistère, à Ergué-Gabéric. Tous les 16 janvier, en mémoire de son grand-père, Vincent Bolloré invite du beau monde dans son fief. Ce jour-là, nous allons assister à une étonnante cérémonie d'auto-célébration. Cette année, l'invité d'honneur est le ministre de l'économie en personne. Alors d'abord, Marie Bolloré, Bonjour. Bolloré. Enchanté. Derrière Emmanuel Macron, Bernard Poignant. Conseiller spécial à l'Élysée, intime de François Hollande et ami depuis 35 ans de l'industriel breton. Il faut que Bernard Poignant vienne ici parce que c'est le témoin oculaire. Donc il faut que... Il y a un protocole particulier ici, il faut le savoir. Bernard Poignant est ici chez lui. 17 février 1822, petite usine de... Lors de la visite, tout le monde a droit à une légende bretonne, celle d'une lignée de papetiers. Une légende qui mêle entreprise et famille depuis bientôt 2 siècles. Nous avons traversé des guerres, des révolutions. 3 rois, un empereur, 25 présidents de la République. Et chez les Bolloré, même les invités célèbrent la dynastie. Et je salue ses enfants. Cyril, Marie, et puis Yannick, qui est là, dans le coin. Il manque Sébastien, mais vous avez compris votre tâche, hein. Vous allez assurer le relais et la transition. Dans chacun de ses discours, Vincent Bolloré le répète, il passera le flambeau le jour précis où son groupe aura 200 ans. Mais j'attends le 17 février 2022 avec beaucoup d'impatience, je vous assure. J'ai d'ailleurs, vous savez, sur mon portable, une application avec, bien sûr, j'ai une application avec les dates. Vous voyez, 2225 jours. Dans 2225 jours, 7 heures, 4 minutes et 14 secondes, c'est la quille. Ouais, c'est la quille. Il va se passer quoi? Qui va prendre la relève? Ah bah j'ai 4 héritiers, qui sont mes 4 enfants. Et donc, la relève sera prise par eux, ça c'est sûr. Pour avoir le long terme, il faut garder un capital familial. Parce que sinon, dans une entreprise normale, j'aurais été foutu dehors pour les histoires en Afrique où tout le monde m'a dit « Mais attends, l'Afrique, ça marchera jamais, tout le monde va mourir, faut pas y aller. » Pour les voitures électriques, pour Havas, Vivendi, j'en parle pas. Tout le monde pense que je suis absolument un nulot total. Donc quand vous avez le contrôle de votre futur, vous pouvez faire des choses sur la durée et donc vous réussissez mieux que si vous êtes sous la domination des marchés financiers. Au royaume Bolloré, les visites s'achèvent toujours à 100 mètres de l'usine, dans le manoir du grand-père. N'attrapez pas froid en avant, on va déjeuner. Messieurs, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, son aisance et sa réussite fascinent. L'influent homme d'affaires est courtisé par les décideurs de tous bords. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Vincent Bolloré, c'est d'abord l'histoire d'un héritier traumatisé. La société des papeteries Bolloré, dont la fondation remonte à 1822, va-t-elle disparaître? Il y a 40 ans, le jeune descendant a bien cru assister à la fin de l'empire familial.
Ses ancêtres avaient fait fortune dans le papier fin, notamment le papier Bible et surtout les feuilles à cigarettes OCB, OD, Cascadet, Bolloré. Mais à la fin des années 70, moins de fidèles dans les églises et moins de fumeurs. La mythique papeterie est au bord de la faillite et menace de licencier tout le monde. Ses meilleurs amis de l'époque, d'autres gosses de riches. Parmi eux, Laurent Dassault. Il se souvient d'un jeune homme terrifié à l'idée que son monde puisse s'écrouler. Voir l'affaire familiale qui a été dans une prospérité extraordinaire dans les années 50, la voir mourir, ça a sûrement dû le marquer d'une façon extrêmement forte, parce que une affaire familiale qui meurt, c'est sa famille qui meurt. En Bretagne, c'était un nom magique. Quand on parlait des Bolloré, dans le Finistère, les yeux s'écarquillaient. C'était une famille extraordinairement fortunée, qui vivait à égalité de toutes les grandes familles d'Europe. À égalité des Rothschild, des Peugeot, des Michelin. Enfin, il faut quand même remettre ça en place. Il ne sort pas de... C'est un fils d'archevêque. Vincent, alors jeune banquier chez Rothschild à Paris, rachète la papeterie familiale surendettée pour 2 francs symboliques. Il part en Bretagne, rassurer les ouvriers. Vincent Bolloré, il était tout jeune quand il est arrivé en 80, il avait 29 ans. Jean-René Le Garce, régisseur du château des Bolloré, était à l'époque conducteur de machine et délégué CGT. Il a reçu tout le monde avec son savoir-faire et il nous a un peu inoptisés. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que son discours nous convenait. On sentait bien que cette personne-là avait quelque chose d'exceptionnel. Moi, je l'ai tout de suite remarqué et j'avais dit à mes amis, celui-là, il ne faut pas le louper. Parce que si on ne prend pas le train en marche, Pierre Guy-Gabéric, c'est fini. Il n'y aura plus d'usine, il n'y aura plus de Bolloré, il n'y aura plus rien. Là, on descend jusqu'à Lodé, là. Le fils Bolloré annonce pourtant une série de mauvaises nouvelles. D'abord, l'abandon de l'activité centenaire, le papier. Là, vous êtes au cœur de la papeterie. Une machine à papier carbone à côté, une machine à papier à cigarette ici. Pour redresser les comptes, il propose des solutions radicales. Les salariés vont se laisser renvoûter. Une petite place avait été instaurée là, pour mettre 4 ou 5 palettes. Et il est monté sur les palettes, et puis les gens étaient tous derrière. Là, et il leur a expliqué un peu la stratégie qu'il voulait mettre en place. Et que c'était lui qui allait prendre la suite de l'entreprise familiale. Il passe avec les salariés un accord avec les syndicalistes, un accord assez dur aujourd'hui, qui serait, à mon avis, extrêmement contesté, qui consistait à garder tous les emplois, mais à baisser le salaire. Personne ne s'attendait à ce qu'il attendait, ce qu'il a dit. Personne. D'abord, ça ne se faisait pas. On n'avait jamais entendu un jeune patron de 29 ans qui prenait le pouvoir dire « Je vous demande de baisser vos salaires ». C'était 20%, je crois, ou 25%, c'était énorme. On sentait bien qu'il voulait s'investir totalement pour reprendre cette entreprise familiale qui allait disparaître du monde de l'industrie. C'est le charisme. Pourquoi ce jeune homme avec un visage, et beau gosse en plus, il faisait très hollywoodien, hein. C'est le charisme, c'est comme ça. Il y aurait quelqu'un qui serait monté à sa place, ça aurait pu échouer. Le jeune repreneur va tout dépoussiérer. Les papeteries Bolloré deviennent Bolloré Technologie. Fini le papier à cigarette, place aux produits de son époque, comme les sachets à thé ou le film plastique. Alors que le dollar explose, il mise tout sur l'export aux États-Unis. Il change tout, mais garde les salariés, dont beaucoup, 3 décennies plus tard, sont encore à ses côtés. Le virage, il est très fort, c'est le contre-pied de tout ce qu'a fait précédemment sa famille. Ça a été quoi? C'est faire de la diversification tout azimut pour pouvoir justement parer les contre-coups d'activités qu'on peut avoir, parce que ça existe toujours. Une activité, ça naît, ça vit très bien, puis ça meurt. La success story est en marche. Vive la jeunesse, disent les... L'héritier visionnaire rayonne et devient à 35 ans le symbole de l'entrepreneur innovant. Le manager de l'année. Voilà, ça c'est le film de plastique qu'on fabrique. Il est 10 fois plus fin qu'une feuille de papier à cigarette. Les grands chimistes mondiaux ont essayé de le faire. Ils ont raté, nous on a réussi. La renaissance des Bolloré passionne la presse des années 80. Regardez à côté de vous, je vous ai réservé une surprise, un petit test qui s'impose pour un Bolloré. Vous avez un paquet de papier à cigarette, vous le prenez et vous m'enroulez une.
Il a réellement vitalisé, dynamisé cette entreprise qui était moribonde. Il reprend le nom Bolloré pour le faire rejaillir. On est leader mondial sur des créneaux technologiques, on a une gestion sociale extrêmement participative, on s'intéresse à notre environnement régional et en plus on gagne de l'argent. Tout ça, ce sont des qualités assez rares. L'entrepreneur à qui tout sourit multiplie les paris. Les bénéfices de l'entreprise familiale, il les réinvestit dans de nouvelles niches, comme la manutention portuaire ou la distribution d'énergie. Il mise des centaines de millions en bourse et devient milliardaire en moins de 10 ans. Chaque fois qu'il fait une plus-value, il engrange du fric. 1 milliard ici, 600 millions là. Et donc il a une caisse et il continue de monter. Ça fait des frayeurs à la famille, hein, quand il se lançait dans des opérations financières. Moi, je me souviens de son oncle qui était très inquiet en disant « mais il nous emmène où ?» Car le plus fou de ses paris aurait bien pu faire vaciller l'empire Bolloré. Dès le début des années 90, l'héritier va tout miser sur une invention. Un gouffre financier, mais qui, espère-t-il, finira un jour par assurer la survie du nom Bolloré. Il y a 25 ans, Jean-Marc Mété dirigeait l'équipe d'ingénieurs qui a fait la découverte. Un secret technologique bien gardé, une batterie électrique d'un nouveau genre, imaginée grâce à l'activité historique du groupe, le film plastique ultra fin. Vous êtes dans un atelier de finition de la production de la batterie. La particularité de Bolloré, c'est qu'en fait, dans nos procédés, on passe notre temps à enrouler du film, dérouler du film, couper du film. En fait, une batterie, c'est une feuille OCB un peu améliorée. Voilà, c'est 3 feuilles OCB arrangées, dirons-nous, effectivement. Vincent Bolloré, dès l'époque, nous a dit, écoutez, moi ça me semble intéressant, mais si on le fait, on le fera que si ça débouche sur une activité, une application qui me tient à cœur, que sont les voitures électriques. Pour la première fois de sa vie, Vincent Bolloré accepte de perdre de l'argent. Beaucoup d'argent. Le projet, on l'a lancé en 1991. Nous sommes en 2016 et aujourd'hui, c'est une activité qui a globalement, qui n'a pas trouvé son régime de croisière pour avoir la rentabilité. 3 milliards d'euros déjà engloutis dans sa batterie et l'industriel continue de dépenser toujours plus. En 2010, il convainc la mairie de Paris de lui confier Autolib, un système de location de voitures électriques, en promettant d'investir 50 millions d'euros. À l'époque, le milieu de l'automobile est encore sceptique. Les rares à y croire depuis le début sont ses amis de 30 ans, devenus ses collaborateurs. On lui rit au nez. Mais en plus, même quand il vient la proposer à de grands constructeurs, qui se moquent de lui. Enfin, c'est quoi ce petit breton là qui va venir nous dire comment on va faire une batterie pour faire une voiture électrique? Le flou naturel des gens, c'est quelqu'un réussit quelque chose et tout le monde essaie de faire pareil que ceux qui ont réussi. Seulement, il y en a qui ont la vision du coup d'après. Et Vincent, c'est du coup d'après, peut-être même des fois de 2 ou 3 coups à l'avance. C'est un autre de ses vieux potes qui va piloter Autolib. Aux grands experts de l'automobile, l'industriel préfère son copain René-Georges Kéry, un fan de la première heure. Cette voiture, elle a été largement supervisée dans sa conception et dans sa construction par Vincent. J'ai pu voir en direct quelles étaient ses qualités de boss. C'est vraiment un boss. Aujourd'hui, 17 000 Autolib sont loués chaque jour. Mais à en croire son lieutenant, le PDG voit déjà plus loin. Si les choses se font normalement, en principe, on peut envisager qu'un tramway électrique soit installé le long des quais. Et puis on peut également imaginer des navettes de bateaux électriques sur la Seine. La stratégie de Vincent Bolloré, ça n'est pas la voiture électrique. Sa stratégie, c'est la batterie, c'est le stockage d'énergie. C'est l'avenir, c'est l'énergie des 2 siècles qui viennent que Vincent est en train de mettre en place. Un visionnaire qui développe l'énergie de demain. Voilà l'unique version de Bolloré à laquelle nous aurons droit tout au long de notre tournage. L'entrepreneur nous avait promis à plusieurs reprises une interview en tête-à-tête. Si je peux. Après, vous venez déjeuner de toute façon. Oui. On va faire ça au manoir après. C'est vous qui devez venir me voir et qui attendez un rendez-vous? J'aimerais bien. C'est qui m'a envoyé un petit rendez-vous? Par texto, on sait. Toujours le bienvenu. Et quand vous voulez. Finalement,
il refusera d'évoquer ses autres activités. À commencer par l'Afrique. Depuis bien longtemps, c'est pourtant le cœur de son empire, là d'où il tire plus de 80% de ses bénéfices. C'est donc sans lui que nous nous sommes rendus au Cameroun. Depuis 3 décennies, l'homme d'affaires breton y a investi un peu partout, dans des secteurs qu'il n'aime pas vraiment mettre en avant, mais qui lui rapportent énormément. Parmi ses activités, l'huile de palme. Depuis 1995, il est actionnaire d'un groupe financier luxembourgeois qui gère des participations dans des dizaines de milliers d'hectares de plantations. La marge frôle les 50%. Le résultat annuel, 260 millions d'euros. Grâce à Emmanuel Elong et Laurent Mwandé, 2 syndicalistes, nous avons pu pénétrer au cœur de l'empire noir de Vincent Bolloré. À 2 heures de piste de Douala, ils vont nous présenter des ouvriers payés à la tâche, à peine plus d'1 euro par jour. La plupart sont anglophones, la minorité la plus pauvre du pays. Ce sont souvent eux qui acceptent ce travail physique. Récolter des noix de palme qui produiront de l'huile. Tu leur expliques un peu ton travail, comment ça marche? Que le travail n'est pas facile, c'est dur, puis sur les palmiers on pris de la hauteur. Ça pèse lourd Et c'est hyper lourd. La hauteur là, c'est déjà dur pour soulever. Puis si ça pèse, il faut être fort pour soulever ça. Ils ont des protections? Non, non. Tu vois, je venais de dire tout à l'heure, tu as vu. C'est un travail difficile? Oui, trop dur. Et le salaire est vraiment faible. Dans la palmeraie, on trouve des hommes, des femmes, de tous les âges. Ils ne sont pas employés directement par le groupe Bolloré, mais par la plantation et surtout par une myriade de sous-traitants. 16 ans. Normalement, il fallait que je fréquente, mais comme mes parents n'ont pas eu les moyens, ils m'ont envoyé à l'école. C'est pour ça que je fais ça. Moi, c'est Guillaume, j'ai 34 ans. Capoel, il a 14 ans. Bonjour. C'est le plus jeune. C'est ton matériel ou on te l'a donné? Toutes tes protections là, c'est... Non, c'est moi qui ai acheté. Les dirigeants de la plantation ont refusé nos demandes d'interview. Mais ils nous assurent que tous les ouvriers du site sont majeurs et correctement équipés. Quant au lointain actionnaire breton, c'est lui qui cristallise toute la colère. Je peux vous dire, j'en veux au Bolloré parce qu'il n'a pas voulu prendre le temps. Donc ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux gens qui fournissent ce travail. Les équipements, et voici, j'ai les piquants un peu de partout à la paume des mains. Regarde la paume des mains. On dirait que nous sommes les animaux de brousse. C'est comme si ce n'était pas humain. Donc lui-même, il va voir, qu'il voie vraiment ce que ses partenaires nous font. Les ouvriers tiennent à nous montrer aussi leur logement. Des cabanes en bois vétustes qui datent d'il y a plus de 50 ans. Un seul prix pour tout le village, environ 600 personnes pour un seul prix. À l'aide de plusieurs associations, depuis 5 ans, ils font tout pour attirer l'attention de Vincent Bolloré. Le courant électrique, il n'y en a pas. Il n'y a ni four, ni table pour ranger, marmite, rien, tout est à terre, comme vous le voyez là. Regardez la cuisine, regardez. C'est ouvert partout, regardez. Ça, c'est pas une habitation qui est digne d'un humain. Il devait descendre ici, venez regarder comment ses campements sont. Vous pensez que ce sont les gens qui habitent ici? C'est comme des chefs, des porcs. En 2013, une délégation de Camerounais est même allée l'interpeller en France, au pied de sa tour. Ils remettent leur doléance et filment même l'événement. Voilà, je vais lire. Écoutez, je vais faire pour le mieux.
Vous savez, en effet, on ne peut pas tout savoir, mais c'est bien que vous veniez... Ce jour-là, Vincent Bolloré semble découvrir le dossier. Il est pourtant parfaitement au courant. 3 ans plus tôt, l'OCDE a ouvert une vaste enquête, une procédure rarissime. Après des mois d'investigation au Cameroun, l'organisation a reproché au groupe Bolloré des manquements sur plusieurs principes fondamentaux. Respect des droits de l'homme, protection de l'environnement ou encore garantie de la santé et la sécurité au travail. Je vous propose que vous installiez tranquillou dans une petite salle, que vous ayez à boire et que vous regardiez les problèmes les uns après les autres. J'interviendrai personnellement sur tout ce que vous me racontez. Voilà, vous pouvez compter sur moi. Mesdames, messieurs, à bientôt. Depuis, Vincent Bolloré assure avoir fait pression sur ses partenaires des Palmeraies. Pas assez, d'après les associations locales, qui continuent de manifester régulièrement. Au Cameroun, le roi de l'huile de palme paraît intouchable. Car Bolloré l'Africain pèse lourd. En 20 ans, il a progressivement investi un autre secteur stratégique, le transport. Présent dans plus de 40 pays, il a fait main basse sur l'activité la plus lucrative, celle des terminaux à conteneurs. À chaque appel d'offres ou presque, il rafle la mise. Il en gère 14, du Congo jusqu'à la Guinée, en passant par le Togo ou le Gabon. Chiffre d'affaires, 2,5 milliards d'euros, 25 000 salariés. En Afrique, tout le monde connaît Monsieur Bolloré. Mais son omniprésence étonne, car ses victoires commerciales à répétition sont souvent contestées. Chez les journalistes camerounais, sa toute-puissance commence à inquiéter. Peut-être qu'un jour, on saura pourquoi est-ce que personne ne veut parler de ce qui se passe chez Bolloré au Cameroun. On ne crache pas sur ce que Bolloré apporte à l'économie camerounaise. Oui. Mais à un moment donné, il faut faire participer d'autres acteurs. Qu'une seule personne contrôle tous ces ports au Cameroun, en Côte d'Ivoire, c'est normal que ça fasse peur aux Camerounais. Bolloré a l'intelligence de son talent. C'est-à-dire qu'il a l'expertise, mais également il a le relationnel. Donc les deux jouent en sa faveur, forcément. Donc il sait tisser les liens et les entretenir, non? C'est ce qu'on dit. Je ne suis pas son collaborateur, je ne suis pas proche de lui. C'est ce qu'on dit. Et donc, Bolloré, il est fort, il est très fort. Bolloré l'invincible vient de nouveau de réaliser un joli coup de maître. C'est l'histoire du port de Kribi. Un terminal à conteneurs tout neuf, le futur plus grand port de toute cette région d'Afrique. Encore une fois, attribué aux Bretons. Nous avons retrouvé le rapport de la commission d'appel d'offres. Surprise, elle avait en fait rejeté le dossier défendu par Bolloré. En caméra cachée, l'un de ses membres, un représentant de l'État, est formel. Dans le classement, qui est numéro 1, qui est numéro 2, qui est numéro 3 n'était même pas classé, puisque, in fine, son offre était devenue économiquement peu viable. En gros, il n'était même pas numéro 3, il était hors jeu. Nous l'avons disqualifié sur cette base. Il y a des intérêts politiques, il y a d'autres intérêts que nous on ne maîtrise pas, moi, pauvre technicien. Comment le candidat jugé le moins bon pour l'économie, recalé par les experts, peut-il finir par l'emporter? L'explication se trouve peut-être dans le calendrier diplomatique. L'été dernier, 3 mois après la disqualification de Bolloré, François Hollande a fait le voyage jusqu'à Yaoundé. Il est venu parler avec le président Paul Biya de terrorisme et de lutte contre Boko Haram. Mais au milieu des pourparlers officiels, le dossier Kribi se serait invité, assure un proche conseiller du chef de l'État camerounais. Ce dossier n'est pas arrivé tout seul dans leur discussion. Ça veut dire que Vincent Bolloré, ce n'est pas tous les Français qui ont la capacité de faire en sorte que, lorsque François Hollande se déplace, que leur dossier soit prioritaire dans la discussion entre deux chefs d'État. Si Bolloré a cette capacité, ça veut dire qu'il a une grande force de lobbying, il a une grande force d'influence, y compris dans les milieux politiques français. Quand on parle de Bolloré en Afrique, il y a des gens qui critiquent, il a fait ceci, cela, il ne fait pas ça bien et tout et tout. Je dis, moi, je ne sais pas. En tout cas, je préfère le groupe Bolloré en Afrique que les Chinois ou les Russes. Hein. Faut savoir. Hein. Pourquoi? Parce que je préfère la France. C'est tout bête. Au nom des intérêts français, Vincent Bolloré bénéficierait-il de passe-droit? Jusqu'où ce fin négociateur
Est-il prêt à aller pour rafler autant de marchés? Je pense qu'on le prendra très difficilement en défaut sur le plan de la légalité de ces opérations. C'est peut-être que, je sais pas, je ne le dis pas par amitié ou parce que je pense qu'on le prendra très difficilement en défaut parce qu'il ne fait pas ça. Il n'a pas besoin de le faire, mais il est entouré. Il sait avoir là où il faut les intermédiaires qu'il faut, les hommes d'influence qu'il faut et les types qui connaissent le terrain. Il a le réseau, le pouvoir, l'argent. Mais pour parfaire son empire, Vincent Bolloré a longtemps couru après une pièce maîtresse, un grand média. Il en rêve depuis 20 ans. Pour y parvenir, il va utiliser des méthodes bien à lui. Nous avons rendez-vous avec un témoin de sa première tentative d'incursion dans la télévision. Aujourd'hui retraité à Séville, cet homme d'affaires a été l'associé de Vincent Bolloré dans des montages financiers complexes, notamment en Afrique. Brouillé, en procès avec son compagnon d'hier, Jacques Dupuy-Dobie a décidé de vider son sac. Il faut reconnaître qu'il est extrêmement intelligent. Donc déjà, il est nettement au-dessus de la moyenne. Il a une volonté comme peu de gens en ont. Mais c'est un type, si vous voulez, qui pense qu'il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Et qui, je pense, en plus, cherche à passer les limites. Il se souvient dans les moindres détails de cet hiver 97, quand Vincent Bolloré s'est attaqué à une forteresse. Un autre empire familial, Bouygues, alors dirigé par le fils Martin, un de ses anciens camarades de classe. Il lui a téléphoné en lui disant, tu sais, mon cher Martin, c'est bien évidemment une simple prise de participation financière. Je ne veux absolument aucun mal à la famille de Bouygues, que j'aime tellement, rappelle-toi, que nous étions à l'école ensemble, etc., etc., etc. Yves, Martin, je voulais quand même amicalement te prévenir que j'ai 4,9% de ton capital. Et le lendemain matin, comme la déclaration officielle était faite, Martin Bouygues s'est réveillé, il constatait qu'il avait 16-17%, parce que vous faites le jump. L'irruption de Bolloré chez le géant du BTP fait l'effet d'une bombe dans les rédactions parisiennes. Le Breton va jusqu'à contester en public la stratégie des Bouygues. Tout le monde comprend alors la petite idée qu'il a derrière la tête. Quand Vincent Bolloré fait ce raid, attaque pour essayer de croquer le groupe Bouygues, la seule raison, c'est qu'au sein du groupe Bouygues, il y a une pépite, il y a TF1. Il rêve de mettre la main sur TF1. La première télévision d'Europe. 20 ans avant Canal+, le futur magnat des médias s'imagine déjà patron d'une grande chaîne. Pour cela, il aurait contacté Jacques Dupuy-Dobie. Cet ancien bras droit du père, Francis Bouygues, connaît par cœur la nouvelle proie de Vincent Bolloré. Nous nous rencontrons à Bruxelles et il me propose, aux conditions qui seront les miennes, de l'assister. Nous passons des heures ensemble et je lui explique comment fonctionne le groupe. Par exemple, quels sont, si vous voulez, les rapports entre les fils Bouygues, Martin, Olivier, et les grands cadres de Bouygues. Il veut savoir, par exemple, qui est le lait. Il veut savoir exactement quels sont les ressorts de le lait. Jacques Dupuy-Dobie ne sera pas le seul à travailler sur le dossier. En toute confidentialité, un ancien policier va mener une enquête parallèle pour tenter de déstabiliser Martin Bouygues. Il a demandé à l'ex-inspecteur de police Godino de lui établir un rapport sur certaines opérations délictueuses effectuées par le groupe Bouygues sur son capital. Et on explique à Antoine Godino ce qu'il va chercher. Les comptes du groupe Bouygues ont peut-être été truqués, enquêtés, cherchés. Et sur la base des renseignements que Vincent Bolloré a obtenus, on lui donne des pistes. Il y a une pratique qui n'est pas tout à fait conforme aux pratiques habituelles dans la vie des affaires. Vincent Bolloré et son entourage ont toujours démenti l'existence du rapport Godino. À commencer par son éminence grise, Alain Minc, la tête pensante de tous ces raids boursiers. Vous n'êtes pas au courant de ça? Moi, je n'ai jamais eu en main de rapport Godino. Je vous montre, vous me dites si ça vous dit quelque chose. Nous nous sommes procuré une copie de ce rapport qui accuse les Bouygues de prétendues malversations. Il a fini par atterrir chez un juge. Ça a pu être fait à votre insu à l'époque?
Ça a peut-être été fait à l'initiative d'autres, mais moi je vous dis, je n'ai jamais eu de ma vie en main la prose proustienne de M. Godineau. Et ça peut avoir été lancé par Bolloré dans votre dos? Ah ben ça je peux pas, je dis rien, je réponds à la seule question, c'est est-ce que vous avez lu ce rapport? Et je vous réponds de manière très ingénue, je n'ai jamais lu la prose proustienne de M. Godineau. Monsieur Godineau? Oui. Oui, bonjour Tristan Walex de France 2 à l'appareil. Est-ce que j'ai travaillé sur Bouygues Oui, à l'époque où j'étais dans le cadre d'une ancienne activité que j'avais au sein de mon cabinet. D'accord. Et c'était pour le compte de quel client? À l'époque, je crois que c'était Bolloré, peut-être. Je sais qu'il nous a demandé on nous a demandé de faire un état des lieux sur le plan financier, sans plus. Hein. Quel était l'intérêt pour Monsieur Bolloré d'avoir ce rapport? D'avoir un moyen de chantage sur Martin Bouygues. D'ailleurs, le patronat, à l'époque, si vous voulez, s'est ému de ces méthodes employées par Bolloré. Et c'est la raison pour laquelle il a été obligé de renoncer à son raid sur Bouygues. Il était de l'intérêt de tout le monde que l'avenir à la fois du groupe Bolloré et du groupe Bouygues ne soit pas entaché par ce genre de choses. Vincent Bolloré doit faire une croix sur TF1, mais empoche au passage une jolie plus-value d'1,5 milliard de francs. Dans le petit cercle des grandes dynasties, c'est la stupeur. Quand vous aimez Vincent Bolloré et quand vous aimez Martin Bouygues, ce qui est notre cas dans la famille, on est un petit peu entre deux chaises. Enfin, c'est difficile de prendre position. Vous vous souvenez de la réaction de Martin Bouygues un petit peu à l'époque? Furieux. C'est-à-dire? Hystérique. Hystérique, l'intéressé ne se livrera qu'une seule fois sur le sujet. 8 ans plus tard, la rancœur intacte. Bolloré m'a pris pour un con. Dans toute cette affaire, il s'est comporté comme un voyou. Il m'a roulé, trompé, humilié. Je n'oublierai jamais. Il appelait Martin Bouygues le plouc. Le plouc va céder. Le plouc, il n'a pas cédé. Le plouc a renvoyé Bolloré dans ses buts. Sans conteste, il est l'un des chefs d'entreprise les plus médiatisés de l'année. Et l'assaut raté contre Bouygues va lui coller à la peau. L'homme d'affaires breton, turbulent, tenace et persévérant. Dans la presse, l'image de l'industriel modèle des années 80 s'éloigne. Place aux prédateurs. Raid et OPA hostile. Il a gagné 800 millions de francs en un mois. Bolloré impose une nouvelle manière, plus brutale, de faire du business. En bourse, il a tout misé sur le groupe Pathé et tout revendu au bon moment. C'est vrai que nous menons notre politique en fonction de ce qui nous semble juste et que parfois ça vient déranger les situations acquises. Les mecs ont peur sur la place pour parler comme les ténors. Les types se disent un jour il va rentrer dans mon capital, je le verrai pas entrer. Il y en a très peu qui peuvent faire ça. L'ogre Bolloré collectionne les milliards, mais toujours pas de médias. 7 ans après l'échec TF1, il va jeter son dévolu sur un autre géant de la communication. La voisine de la tour Bolloré. Moins grand public qu'une télé, mais tout aussi stratégique. L'agence Havas conçoit des campagnes pour les politiques et les grandes marques. Et surtout, achète des espaces publicitaires à toute la presse. C'est un nom dans le monde, c'est une implantation dans, je ne sais plus, 60 pays, etc. C'est la relation avec de très grands annonceurs. Et c'est bien sûr un moyen d'influence, parce que vous avez en fait le nerf de la guerre, qui est l'argent qui va dans les médias. Jacques Héraille était le directeur financier historique d'Havas. Jusqu'à l'après-midi du 9 juin 2005, quand il a dû affronter un mercenaire nommé Bolloré. Je vais vous présenter donc des résultats 2004 solides. Voici les images inédites d'une assemblée générale mémorable. Nous pensons qu'il existe... L'état-major d'Havas, en place depuis 20 ans, va être balayé en 4 heures par un putsch de son premier actionnaire. C'est formidable. Moi, quand je les entends parler de publicité, je trouve ça fantastique. Ce sont des formidables publicitaires, c'est vrai. Quand je les entends parler de chiffres, excusez-moi, je suis un tout petit peu plus avec quelques doutes. Toujours la même méthode. Bolloré a grignoté le capital, séduit le PDG Alain de Pouzillac, avant de tout faire pour lui chipper sa place.
Vous voyez, il faut m'écouter, vous aussi, parce qu'ils écoutent. Il a 5%, puis il a 8%, puis il a 10%, puis il arrive à 15%, il dit qu'il ne prendra pas le contrôle, et puis quand il arrive à 20%, il commence à dire je vais changer, etc. Et puis il vous appelle, et puis à la fin, il vous dit je veux la majorité du conseil d'administration. On me donne des chiffres que j'ai vus tout... Mais, écoutez, vous voulez que je vous réponde ou vous voulez pas que je vous réponde? Le raider est arrivé avec toute une équipe, pas tout seul, ils étaient une vingtaine ou 25, je sais plus, des juristes, des hommes de son équipe, pour bien montrer donc la puissance, le poids, le pouvoir. Je suis pour que Havas... Mais écoutez, franchement, soyez raisonnable. L'AG vire au référendum pour ou contre Bolloré. Ayez l'intelligence et le courage d'écouter. Bon. Les votants, les petits actionnaires, connaissent sa réputation sulfureuse. Je veux simplement poser une question à M. Bolloré. Pouvez-vous nous assurer aujourd'hui et maintenant que vous n'aurez pas à vous comporter chez Havas comme vous vous êtes comporté chez Bouygues? Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on dit que c'est moi qui invective. Et là, Vincent Bolloré s'est levé et pour répondre à la question, a fait une gestuelle qui a consisté à monter sur la scène, qui est assez rare. Ça n'est pas le loup, ni Dark Vador. Ne vous inquiétez pas. Merci. Vincent Bolloré dans son exercice favori. Beaucoup parlé de moi depuis... Comme 25 ans plus tôt dans les papeteries, seul face à une foule hostile qu'il faut séduire. Je vous ai indiqué ce que j'étais, qui j'étais, pourquoi j'étais là. C'est pas la peine d'aller faire des huées et des machins. Vous savez, ça fait 35 ans que je travaille. Ce groupe, je l'ai hissé là où il est. Moi, j'étais venu pour voir ça en ami, et en allié, et en curieux aussi. Ça a été un moment assez fort où on a vu là la capacité d'un homme de retourner une salle et de retourner certains actionnaires. Le vote approche, mais en coulisses, la partie est déjà jouée. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes un peuple civilisé. Je ne vois pas perdre ce jour-là. C'est un gagneur qui est là sur scène. Votez en votre âme et conscience, et puis point. Juste avant l'Assemblée, le camp Bolloré s'est assuré la victoire en signant un accord financier secret avec le deuxième plus gros actionnaire, censé être le principal allié du président Pouzilhac. Le clan Bolloré était tranquille, puisque eux savaient ce que nous, on ne savait pas, c'est qu'un actionnaire avait basculé de 5%, avait basculé dans son camp. Donc lui, le vote ne lui posait aucun problème. Il savait d'avance qu'il avait gagné. C'est le matin même qu'il y a eu un pacte? Le matin même, on a bouclé un accord d'actionnaire qui donnait le contrôle, oui, il n'y avait pas de problème. Il y a quoi? Vous avez retourné un actionnaire qui était favorable à Pouzilhac? Oui, mais enfin, qui a fait preuve d'intelligence et qui pensait qui a compris qu'il avait plus de chances de gagner de l'argent avec la gestion de Bolloré. Jacques. Les hommes de Bolloré sont élus. Qui est renouvelé, Vincent Bolloré qui est élu. Les cadres historiques d'Havas réalisent alors qu'ils sont tombés sur plus malin. Merci pour tout ce que tu as fait. C'est pas fini. Ah, moi aussi, c'est fini. C'est pas fini. Ils sont éjectés. Commence alors, chez Havas, une purge particulièrement violente. Peu importe les 30 ans d'ancienneté d'Alain de Pouzilhac, pas question de lui verser ses indemnités. L'ancien PDG voit alors fleurir les articles qu'il accuse d'avoir pioché dans la caisse. Donc on découvre dans la presse qu'on va être mis en garde à vue, qu'on a utilisé l'avion de la société à des fins personnelles, qu'on a appliqué les bouteilles de Bordeaux à la cantine, qu'on a envoyé des bouquets de fleurs qu'on a fait facturer par Havas. Des plaintes au civil, au pénal. En tout, 7 ans d'enquête, 12 procédures. Résultat? On a gagné, dans le fond, tous nos procès. C'est-à-dire que toutes ces accusations étaient fausses. Étaient fausses. Tout était faux. Même tarif pour le directeur financier Jacques Eraille, viré pour faute grave avant d'être blanchi. Pour lui, cette cabale judiciaire et médiatique avait un but bien précis. Vous avez un avocat qui a convoqué les journalistes pour dire qu'il lançait des procédures pénales contre Pouzilhac, Eraille et Kézak, que ces gens-là avaient détourné des dizaines de millions, que c'était des escrocs, des bandits, des malfaiteurs. C'est honteux. Et c'était bidon. Et les tribunaux ont jugé que c'était bidon. Je ne vois pas d'autre intérêt que d'essayer de créer une exemplarité. Ceux qui résistent, voilà comment je les traite. Donc si vous voulez vous taper 9 heures de perquisition, 42 heures de garde à vue, et être pollué pendant 7 ans par une procédure avec des avocats
qui honteusement vont déclarer n'importe quoi à la presse. Si vous voulez tout ça, résistez-moi. La purge est finie. Vincent Bolloré peut désormais faire avancer son armée de fidèles. Comme PDG d'Havas, il a fini par placer son propre fils, Yannick. La famille et les copains d'abord. Pour rentrer chez Bolloré, mieux vaut être une personne de confiance ou de réseau. Comme les plus grands flics de France, René-Georges Kéry, ancien patron de l'anti-gang, Michel Roussin, ex-directeur de la DGSE, ou encore le fondateur du RAID, Ange Mancini. Vous, typiquement, pourquoi il fait appel à vous? Quelles sont vos compétences pour travailler pour Bolloré? Oh, je crois que c'est plutôt de l'amitié. En fait, on ne s'est jamais quitté. C'est quelqu'un qui est d'une fidélité absolue à l'amitié. Et depuis... Vos réseaux, vos carnets d'adresses, peut-être un petit peu ou... Non, je pense que son carnet d'adresses est largement supérieur au mien. Ah, c'était absolument pas une démarche intéressée. C'était, à mes yeux, quand j'y repense maintenant avec le recul, c'était une démarche de curiosité, une démarche d'intérêt. C'est Vincent Bolloré qui ne se concentre pas uniquement au monde de la finance, au monde de l'entreprise, et je reste enfermé dans mon milieu. Non, il est curieux de tout. Vincent est curieux de tout. Depuis très longtemps, il me disait, écoute, il faudrait qu'un jour tu nous rejoignes dans le groupe, c'est un groupe formidable. On est un camp de gitans, on fait des tas de choses, chacun y amène ses talents, son talent, ses capacités, ses compétences. Alors, donc le groupe Bolloré, c'est un camp de gitans? C'est un peu ça, si vous voulez, c'est un camp de gitans. Il y a une chose, comme dans tous les camps de gitans, il y a le roi des gitans. Hein. Et tout le monde le connaît. Des soldats dévoués et un roi des gitans qui a besoin de tout contrôler. Serait-ce son secret pour être le chef partout, même quand il n'est pas le patron? En France, diriger plusieurs sociétés cotées en bourse est interdit. Mais Vincent Bolloré sait cultiver l'art d'être là, sans être là. Là où je suis opérationnel, c'est-à-dire sur le stockage d'électricité, je suis là. Là où je ne suis qu'au conseil de surveillance, je ne suis pas là. Si c'est ça votre question. Voilà. En tout cas, chez Havas, c'est pas moi. Chez Vivendi, c'est pas moi, contrairement à ce qui se dit. Je suis actionnaire. Chez Vivendi, maison mère de Canal+, le simple actionnaire va exécuter son traditionnel tour de passe-passe. L'an dernier, il rachète 14% du capital, puis met son nez partout. Sauf que cette fois, ce sera moins facile. Dans une entreprise en pleine lumière, et a priori pas disposée à laisser un actionnaire dicter sa loi. C'est la première fois qu'on voit un actionnaire en chair et en os, ça c'est sûr, qui détient personnellement une partie du capital de l'entreprise. Ça c'est la première fois. Et c'est évidemment aussi la première fois qu'il ne fait pas que passer dans les bureaux, mais qu'il assiste à des émissions, qu'il intervient sur les castings. Il n'est pas le patron, il n'est pas le patron exécutif. Or, il court-circuite tout, toutes les règles ordinaires de gouvernance, et c'est lui qui se comporte comme patron au sein de Vivendi et comme patron au sein de Canal. C'est même quasiment le rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction. Il y a un an, pile poil, le vrai patron de Canal, c'était lui, Bertrand Méheux. Avec son nouveau copain, l'amitié aura duré 6 mois. Mécontent de la baisse des abonnés, l'actionnaire finira par avoir sa peau le 3 septembre. Une exécution en public. Le matin, en comité d'entreprise, Vincent Bolloré annonce la couleur. La haute direction d'une grande maison mérite un peu de terreur, un peu de crainte. 3 heures plus tard, il passe à l'acte. Il convoque les plus hauts cadres de la chaîne. Voilà, vous avez l'air sérieux. Non, il est là. Ne vous inquiétez pas, je vais tout doux. L'un des participants nous a transmis la bande-son de cette réunion. Ambiance conseil de classe. Bolloré va renvoyer les mauvais élèves. J'espère que vous avez pu quand même passer un bon été, que vous n'avez pas eu trop peur des purges, c'est possible. Donc, vous le savez, ou en tout cas, je vous le dis, je m'installe dans le bureau de Bertrand à partir de demain matin. Vous savez, quand vous êtes nommé à la tête de Vivendi ou de Canal, le plus simple, c'est de rien faire. Voilà, parce que là, vous êtes populaire, vous embêtez personne. C'est pas dans mes gènes. Voilà, je suis né dans une famille qui était des hardis marins bretons, qui venaient défendre les embouchures des rivières en Bretagne. Nous sommes des activistes. Nous pensons que c'est nécessaire. Je suis désolé pour ceux qui ne font pas partie de mon équipe. Voilà, j'ai rien contre vous, je vous connais pas, mais j'ai l'habitude, vous savez, ça fait 45 ans que je travaille, j'ai parti d'un groupe qui valait 1 euro, enfin 1 franc d'ailleurs.
enfin 2 pour être tout à fait exact, j'ai les 2 chèques de 1 franc à l'époque, capitalise maintenant 15 milliards. Voilà. Et ça s'est fait parce que ça a toujours été les mêmes recettes. Président, DG, DRH, responsable cinéma, sport, pub, antenne, secrétaire général, patronne d'ITélé, patron de D8, de Studio Canal. Une trentaine de hauts dirigeants virés sans ménagement et remplacés par des proches de l'actionnaire. En quelques semaines, la bande à Bolo a pris le pouvoir. De mémoire de journaliste télé, c'est du jamais vu. À l'étage de la direction, en tout cas des hauts managers, c'était le désert des Tartares, parce que tout le monde rasait les murs, avait peur de se faire virer. Ça s'est traduit aussi physiquement, c'est-à-dire qu'on les a dépossédés, quittent leur bureau. Enfin voilà, l'exemple, je crois le plus criant, c'est celui du patron de D8, Ara Aprikian, qui a vu deux vigiles monter dans son bureau, le prendre, le sortir et le sortir de la boîte, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez spectaculaire. C'est pas fait pour, on va dire, assurer les autres salariés, je pense. Ce qu'il veut, c'est on va dire des bons petits soldats, des gens qui ont le doigt sur la couture du pantalon et qui feront pas d'histoire et qui exécuteront ses ordres, tout simplement. Pour calmer les récalcitrants, celle qui fut longtemps la chaîne de l'irrévérence a tout prévu. Malgré ses problèmes de budget, Canal va dépenser tout de même 38 millions d'euros. De gros chèques en échange desquels les cadres licenciés signent un contrat qui les condamne au silence. S'engager à n'effectuer aucune déclaration. Conserver la discrétion la plus absolue. Ne rien faire, dire, porter atteinte suggérer à leur ou personnel, leurs dirigeants, leurs actionnaires. Nous en avons joint plus d'une dizaine. Désolé. Je peux vous rencontrer, lui discuter, aucun problème. Après, je ne pourrais pas m'exprimer. Non, c'est un peu difficile, voilà. Que les choses soient claires. Je suis pas très fier de moi d'avoir signé ce truc-là. Je vais pas me battre tout seul contre un mec qui tient à peu près la moitié du business en France, juste pour faire plaisir à des journalistes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Bolloré, il tombera pas, il continuera à faire ce qu'il veut, et le con dans l'histoire, c'est le mec qui va ouvrir sa gueule. L'un des rares qui a encore le droit de l'ouvrir, c'est Jean-Baptiste Rivoire, rédacteur en chef adjoint depuis 15 ans dans la chaîne cryptée. En octobre dernier, pour dénoncer, dit-il, l'ingérence de l'actionnaire Bolloré, il s'encarte à la CGT. Canal lui répond du tac au tac. Le matin, vous annoncez à votre employeur que vous vous syndiquez, ce qui est quand même un droit. En France, on a le droit d'être syndiqué. L'après-midi, vous prenez une lettre de licenciement sans motif. D'ailleurs, on m'a jamais signifié aucun motif et au final, on m'a expliqué que finalement, il n'y avait pas de procédure et que tout était annulé. On m'a fait savoir que si je voulais éventuellement accepter un arrangement, prendre des indemnités de départ et signer peut-être une clause de confidentialité, ça serait bien. Voilà, donc en fait, on a voulu me donner de l'argent pour que je me taise et que je parte. Voilà, c'est ça, Bolloré. Car l'actionnaire veut tout maîtriser, jusqu'au moindre détail. Les présentateurs, les émissions, ce qui est drôle ou pas, c'est lui qui décide. Vincent Bolloré, il prend un bureau à Canal, il vient s'installer, il se mêle des programmes, il se mêle des animateurs, il dit qu'il va déplacer complètement les Guignols. Il a assisté aux répétitions des sketchs des Guignols. Certains disent qu'il en a même écrit quelques-uns. Pour ses amis de 30 ans, rien de bien neuf. Bolloré fait chez Canal, ni plus ni moins, ce qu'il a toujours fait. C'est pas un président contemplatif et comment dire, de passage, hein. Quand il prend une chose en main, il va s'en occuper. Et il va tout faire pour qu'elle réussisse. Il veut tout voir, il veut tout contrôler, et il veut surtout tout comprendre. Il raconte que quand il était petit, il s'intéressait tellement à tout dans sa classe que la maîtresse avait mis dans son bulletin de notes « Je me demande si le jeune Vincent ne veut pas prendre ma place. » Mais cette fois, Vincent Bolloré va perdre le sourire. Pourquoi vous riez? Parce que vous riez, patron. L'actionnaire ne pourra pas liquider PPD comme il avait supprimé OCB. Il va réaliser que Canal n'est pas une usine comme les autres. On va niquer Sarkozy. Contrairement à ce que maintient aujourd'hui la chaîne, l'arrêt total des Guignols a bien été envisagé, comme le prouve cet audit interne, commandé fin juin. Risque de grève, manque à gagner publicitaire, impact sur les abonnements, tout a été calculé. Mais le tollé médiatique va faire reculer Bolloré. Au final, les Guignols reviendront à l'antenne, cryptés et reliftés. On peut pas dire que le fait de vouloir renouveler les Guignols après 30 ans d'activité soit une mauvaise chose. Là où on peut se poser des questions, c'est la manière dont c'est fait. Parce qu'il y a une interruption des Guignols pendant plusieurs mois,
qui n'est pas justifié, donc qui a laissé la place à énormément de rumeurs. Ça, d'un point de vue de l'image et du marketing, on ne pense pas que ce soit une bonne chose. Canal, c'est le foot, c'est le sport et c'est le cinéma, mais c'est aussi, pour un certain nombre d'abonnés, c'est aussi une liberté de parole. Bon, la liberté de parole, c'est important pour les gens. Si on donne l'impression qu'on torpille la liberté de parole, à mon avis, on abîme l'identité de la chaîne, on abîme ce qui fait que les gens ont envie de s'abonner ou sont fiers d'être abonnés à cette chaîne. Jean-Baptiste Rivoire sait de quoi il parle. Son émission Spéciale Investigation n'a jamais aussi mal porté son nom. À peine le nouvel actionnaire arrivé, un reportage prêt à la diffusion a été interdit d'antenne au dernier moment. Pas question de mettre en cause une filiale du Crédit Mutuel. On découvre que cette banque fait l'objet d'une enquête judiciaire pour démarchage illicite, c'est-à-dire aller chercher des riches clients pour leur proposer de planquer leur magot en Suisse. La direction de Canal a accepté qu'on lance cette enquête. Nous, à l'émission, on l'a validée éditorialement et le service juridique de Canal est venu la voir et a considéré qu'elle était prudente et équilibrée. On communique dessus et à 10 jours de la diffusion, Vincent Bolloré décide qu'il ne veut pas voir ça à Canal, il la torpille. Il y a eu un coup de fil direct de Vincent Bolloré à la direction de Canal+, pour dire oui, ce documentaire sur le Crédit Mutuel, vous me l'enlevez. Voilà. Parce que Michel Lucas, le patron de Crédit Mutuel, est un proche et qu'il a aussi participé, je crois, à la montée au capital de Vivendi. Censure grossière et à l'ancienne, même ses plus fidèles conseillers peinent à lui trouver une excuse. Il y a des programmations du documentaire du Crédit Mutuel, qui est une banque partenaire de Bolloré. Ben, il a déprogrammé. Voilà, c'est tout. Vous en pensez quoi, vous, en tant que journaliste? Il a fait ce qu'il souhaitait faire. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui il le referait. Il a souhaité que ce document ne passe pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quel est son rapport à la liberté éditoriale? Il la découvre. C'est-à-dire? C'est très compliqué pour des gens qui ont la toute-puissance des capitalistes de découvrir des univers où vous avez en face de l'argent et du poids que ça donne, des forces qui résistent, des irrédentismes, des comportements. Bolloré découvre l'esprit Canal, mais pour l'instant, c'est plutôt Canal qui découvre l'esprit Bolloré. La nouvelle direction l'a fait savoir. Il est désormais préférable d'éviter les attaques polémiques à l'encontre des partenaires actuels ou futurs. L'actionnaire a même fait passer la consigne en personne. Ah, il assume complètement, donc ça me surprend beaucoup. Il dit non, mais c'est pas du tout de la censure, il faut pas confondre ça, c'est de la connerie, et il défend une idée du journalisme, de l'investigation. On dit pas de mal, et il le dit d'ailleurs, on dit pas de mal de nos associés, de nos clients, il emploie ce mot-là. Il dit on ne critique pas le propriétaire de l'immeuble. Si à chaque fois qu'on touche quelqu'un qui peut être un copain, du copain qui a connu le patron, qui lui a financé je sais pas quoi, il faut qu'on se taise, eh ben on peut pas travailler, quoi. C'est pas possible. La promesse d'honnêteté vis-à-vis du public, elle est rompue, elle est violée. Là, il y a un vrai problème de confiance. Dès qu'on touche aux médias, on touche à un sanctuaire. Ça relève quasiment du sacré. Pour moi, le juge de paix, le seul élément qu'il faudra prendre en compte un jour, c'est dans quel état sera Canal dans 1 an ou dans 2 ans. En attendant, c'est la crise. Et l'actionnaire, va réagir comme à son habitude. Avant Noël, pour tous les salariés du groupe, de Canal à iTélé, il a préparé un petit cadeau. Ah, j'avais pas vu. Wow, c'est impressionnant, hein, les lettres rouges là. Rendez-vous à l'Olympia, propriété de Vivendi. Vous allez voir quel spectacle aujourd'hui? Le spectacle de Vincent Bolloré. Atmosphère plutôt tendue. Bonjour. Elle est comment l'ambiance à Canal, hein? Elle est comment l'ambiance à Canal? Moi, je viens voir Laurent Gérard. Non, on n'a rien à voir. J'ai un truc d'improvisation, je crois. Même les comiques de la chaîne rient jaune. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Comme jadis dans les papeteries, comme chez Havas, Bolloré va jouer son one-man show. Nous nous y sommes glissés. C'est vrai que quand je lis les articles, j'ai l'impression de me retrouver dans une série télé un peu moyenne. Il y a un psychopathe qui est arrivé dans une pension de famille. Le psychopathe, c'est moi, la pension de famille, c'est vous. Et le psychopathe, sans savoir exactement pourquoi ou qui, tue régulièrement, brutalement un certain nombre de gens. Et souvent... Du rire et de l'argent. L'actionnaire promet d'investir 2 milliards d'euros. Il y a même la séquence émotion. Face aux inquiétudes, l'air grave,
il sort son joker, sa dynastie. 6 juin 1944, le général de Gaulle est prévenu à 1h du matin par Winston Churchill que le débarquement va avoir lieu. 177 Français. Premier commando de marine. Dans ces 177 Français, 2 de ma famille. On s'est aussi battu pour la liberté. C'est pour ça que de temps en temps, quand on m'explique que je viens faire de la censure et que je suis contre la liberté de la presse, j'aimerais rappeler les faits d'armes. Enfin, Même chez Canal l'impertinente, la magie Bolloré fait des miracles. C'était très bien fait. C'était très bien. Très bien. On était en train de débriefer justement. Le mec est une patate, putain, je sais pas. Franchement, je pense que c'était pas lui. À mon avis, c'était le vrai Laurent Gérard qui était sur scène. Il s'est fait passer pour Bolloré, tellement le mec était bon. C'est vraiment rassurant en tout cas. Un grand orateur. C'était de la bombe, mec. C'est de la bombe. C'est le meilleur stand-up que j'ai vu de ma vie. Ça pourrait paraître un peu superficiel, mais lui, il a de la méthode et on sent que c'est nourri de quelque chose, tout ce qu'il dit. Vous savez, vous avez un patron qui arrive, qui dit je vais remettre de l'argent, je vais développer la boîte, à 80%, ça séduit les salariés, c'est compréhensible. Nous, on a un petit problème en termes de journalisme, c'est que l'information est Bolloré, apparemment, ça fait 2. Pour le reste, il peut faire une chaîne avec une information manipulée ou censurée, je veux dire, ou pas en faire du tout. Il aura quand même une chaîne de télé. Hein. Mais pourquoi alors vouloir à tout prix contrôler une télévision? Revenons en arrière. Il y a 10 ans déjà, il a dirigé une chaîne en étant l'un des pionniers de la TNT. Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Vincent Bolloré. Une télé qu'il avait créée de toutes pièces avec son ami Philippe Labro. Cela fait 20 ans, en France, qu'il n'y avait pas eu de nouvelle chaîne gratuite. Ça me rappelle des moments formidables. On avait vraiment un peu le trac, mais en même temps, on avait l'impression que tout nous était ouvert. Vous êtes en direct et vous êtes en direct toute la soirée. Vous savez, on a passé des nuits et des jours ensemble hein, et dans la vie, pour tout préparer. Hein. À l'époque, le chef d'entreprise se lance aussi dans l'aventure des gratuits. Et quoi de mieux que sa propre chaîne pour l'annoncer? Bienvenue Vincent Bolloré, Merci. bienvenue chez vous. Eh ben, vous êtes très gentil. Bravo pour votre journal, c'est vraiment bien. Hein. Vous venez pour un scoop aujourd'hui, vous venez nous montrer en avant-première quasiment la une de Direct Soir, qui est une révolution dans le monde de la presse, en France en tout cas. Alors, c'est le premier gratuit du soir. Des médias dans lesquels il est question d'actualité, un peu, et des activités de Bolloré, beaucoup. Nous avons récupéré plus d'une centaine d'articles. Pour les commenter, une ancienne de Direct Matin. C'est dans cette rédaction de Bolloré que Valérie Zoido a démarré sa carrière de journaliste. Autolib fête 1 an de succès, Autolib confirme son succès, nouveau style pour Autolib, Autolib mode d'emploi, Autolib version américaine. Mon mari et moi sommes conquis à la maternité grâce à Autolib. Enfin, c'est drôle en fait. C'est branché et abordable. C'est vrai que chez Vincent Bolloré, il y a quand même ce côté là vraiment décomplexé. J'écris ce que je veux, je publie ce que je veux et je vous emmerde. La journaliste se souvient qu'il fallait à tout prix soigner les partenaires de Bolloré, comme par exemple la RATP. On nous demandait qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur la RATP. Il faut absolument que on sorte aujourd'hui un article sur la RATP quand il n'y avait absolument pas d'actu, quoi. Je me souviens que c'était le cauchemar du chef du service Île-de-France de l'époque, parce que il me disait mais je sais plus quoi raconter. Moi sur la RATP, je crois que j'ai tout raconté. Autre client des médias Bolloré, les chefs d'État africains, régulièrement à la une. Comme le Camerounais Paul Biya, qui a eu droit à son hagiographie corrigée en direct depuis la tour Bolloré. Son auteur s'en souvient. En fait, il devait y avoir une interview qui finalement n'a pas eu lieu. Et du coup, on a quand même fait un article très gentil, quoi. Et article gentil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a enlevé le passage sur les problèmes de droits de l'homme. J'ai fait beaucoup de chefs d'État pour leur montrer qu'on s'intéressait à eux quand ils passaient à Paris, mais qu'ils ne sont jamais passés à la télé, quoi, pour Direct 8. C'est-à-dire qu'en gros, vous faisiez des fausses interviews, c'est ça? Bah non, parce que c'était des vraies questions que je leur posais, mais on les diffusait pas. Le but, c'était de leur montrer qu'ils étaient importants, qu'on leur envoyait une équipe quand ils arrivaient, quoi, quand ils étaient à Paris. Bolloré, il se rêve pas en homme de presse ou de... C'est pas une fin en soi, les médias. C'est un outil pour faire ses affaires. Sur ce sujet non plus, pas de réponse du groupe. Bolloré, l'entrepreneur multicasquette,
se serait-il emparé de Canal et Vivendi dans une logique industrielle bien plus vaste? Nous sommes repartis en Afrique, dans l'un des derniers pays où il s'est installé, la Guinée, où il lorgne sur de nombreux marchés publics. Ce jour-là, à Conakry, pour célébrer la fin d'Ebola, Vincent Bolloré a organisé un grand spectacle 100% Vivendi. Devant les caméras de D17, la chaîne musicale du groupe Canal, des artistes Universal venus de tout le continent. Je suis content, c'est une bonne chose. Si nous, Bolloré peut nous permettre aujourd'hui que Universal vienne s'installer en Guinée et que ce soit vraiment pour des vraies raisons et des raisons artistiques, nous on est contents et on lui dit merci. Un show hors norme. Tout frais payé par Vivendi. Plus de 100 000 spectateurs. C'est un concert géant, c'est la première fois qu'on voit ça en Guinée. Et bien le matos, tout ça, c'est la première fois qu'on voit ça en Guinée. Et ce n'est que le début de la fête. Dans la soirée, une autre guest star va définitivement faire chavirer la foule. Alpha Condé, le président guinéen, est accueilli en héros. Les équipes de Bolloré lui ont réservé une place de choix, avec vue sur la Seine. Les Guinéens sont contents, nous sommes en train de faire la fête avec notre président. C'est bon, tout le monde est content. Merci vraiment le professeur Alpha Condé de nous avoir organisé ce genre de concert. Vraiment, on est tous là contents. C'est lui qui organise le concert? Il me paraît que c'est lui qui a acheté les tickets parce que d'habitude, nous, on n'a pas l'habitude de voir des concerts gratuits comme ça. Le concert Vivendi prend des allures de meeting politique. Le président va jusqu'à s'offrir sur scène une ovation géante. Un drôle de spectacle, supervisé par Simon Gillam, le numéro 2 de Vivendi, venu en personne sur décision de son nouvel actionnaire. C'est une idée de Vincent Bolloré. Il m'a dit, Simon, on a une idée géniale, pourquoi on ne ferait pas un concert à Conakry? C'est une grande première. Vraiment, c'est extraordinaire. Moi, on m'a demandé de l'organiser avec toutes les équipes, on l'a fait. Justement, le fait de faire monter Alpha Condé sur scène, c'était prévu? Alors, c'était pas prévu, mais il y a très peu de choses qui sont prévues ici. Moi, quand le président, il me dit, je vais monter sur scène, je me sentais pas trop à lui dire, je suis chez lui quand même. On pouvait pas lui dire non à Alpha Condé? Moi, je pense qu'il faut être poli quand on est visiteur dans un pays. Une politesse de Vivendi qui tombe à point nommé. Car en fait, la Guinée est en pleine campagne électorale. À 2 semaines du vote, les rues de Conakry sont quadrillées de portraits géants du président Alpha Condé. Il n'y a même pas 2-3 mètres entre les panneaux. C'est pas possible, quoi. C'est-à-dire, je veux dire, en termes d'impact. Pour ces militants de l'opposition, Vincent Bolloré fait de l'ingérence. Selon eux, il se servirait de Vivendi pour financer officieusement la campagne du président sortant. L'objectif, c'est celui de faire élire Alpha. Et une fois Alpha élu, et puis donc les projets de développement dans le secteur des transports, et que Bolloré puisse les avoir, et puis seront des contrats gré à gré. Ils sont d'autant plus remontés qu'il y a 5 ans déjà, Vincent Bolloré avait décroché un marché à 500 millions d'euros dans les transports, juste après avoir aidé Alpha Condé à parvenir au pouvoir. À l'époque, c'est son agence de com, Havas, qui avait été engagée pour organiser la campagne du candidat. Même le biographe officiel de l'industriel avait été réquisitionné pour l'occasion. Vincent m'a demandé si j'acceptais de faire un entretien avec Alpha Condé, ce que j'ai fait. Ça a été sûrement un bon point pour Vincent Bolloré. Bon, il ne faut pas quand même être suffisamment stupide pour pas le comprendre. Je reconnais que ceux qui lui reprochent de se mêler d'un peu trop des affaires politiques africaines, de manière indirecte, c'est parce que ça, c'est indirect comme démarche. Ils n'ont pas tort, mais bon, c'est son job aussi. Il défend ses intérêts, il se bat pour avoir les marchés, aux autres de s'aligner. Et les bonnes nouvelles n'ont pas tardé. 2 mois après son élection, le nouveau président Condé
confie la concession du plus grand port du pays à son ami breton. L'opérateur en place, un autre Français, Necotrans, qui 2 ans plus tôt avait remporté l'appel d'offres contre Bolloré, est expulsé par l'armée. Il y avait des autorités militaires, des gendarmes qui étaient postés devant mon bureau, qui étaient postés au port aussi. On était sortis d'un pays presque manu militari et c'était très compliqué en fait et c'était surtout inexplicable. Parce qu'en face, il n'y avait pas de dialogue en fait. Il n'y avait rien, il y a juste un décret qui mettait fin à tout. Et il fallait partir. Mais on ne vous disait pas pourquoi? Non. Au pays d'Alpha Condé, Vincent Bolloré est chez lui. Après le port, voici l'ancienne gare qu'il a transformée en îlot de confort et de technologie. En Guinée, où les 3/4 des habitants n'ont pas d'électricité, il offre des salles climatisées, des ordinateurs tout neufs, le Wi-Fi haut débit. Le tout est alimenté par ces fameuses batteries expérimentales conçues en Bretagne. C'est pas juste une zone voilà, culturelle, parce que même il y a sport et éducatif, mais il y a aussi ce côté qu'il ne faut pas oublier, qui est la Blue Solution, qui est cette expérimentation de la nouvelle technologie. C'est la même technologie qu'on retrouve aussi pour l'autolib, pour les bus, pour les trams. Non seulement il y a la connexion qui coûte moins cher, mais aussi il y a médiathèque, il y a bibliothèque. Franchement, c'est un endroit unique. C'est ce qui nous manque en Afrique. Merci beaucoup, M. Bolloré. Continuez à nous aider. Il veut travailler partout en Afrique. Il veut mettre beaucoup de choses en Afrique, permettant aux Africains de développer leur pays. Au milieu de ce Bolloré-land, les équipes de Vivendi ont évidemment leur place. Au lendemain du concert géant, elles ont préparé une deuxième bonne surprise à Alpha Condé. Merci d'être venu hier soir, Président. Ah oui, mais c'est la moindre des choses. Ça vous a plu? Oui, c'est bien. À 15 jours des élections, le président candidat va poser la première pierre d'un nouveau chantier. Une salle de concert du nom des 2 marques phares de Vivendi, le Canal, Olympia. Des fois, j'ai des frayeurs parce que le président Bolloré il me dit on va faire 40 salles en Afrique. Moi, pour l'instant, je suis content si on en fait 10. Pour couvrir l'événement, toute la presse guinéenne est là. Vincent a toujours voulu soutenir le peuple guinéen et son président. Il y a même une chaîne d'infos française. Devinez laquelle? Vous travaillez pour qui là aujourd'hui? Alors là, je travaille pour iTélé. Et iTélé, ça les intéresse, la construction d'une nouvelle salle de concert en Guinée? Oui, bien sûr, parce que là, c'est une première chez nous. Nous manquons de salles de spectacle. Vous savez à qui ça appartient, iTélé? Non, c'est qui? Vous savez pas? Non, pas du tout. À Vincent Bolloré. Ah bon? Ok, ça vit alors. C'est pour Vincent Bolloré Télé? Ah non, ça on coupe au montage. Hein? Vincent, c'est un homme très passionné, qui est un visionnaire. Et je sais qu'il nous aidera beaucoup à changer les choses en Afrique. Et je compte beaucoup sur son accompagnement. Il vous fait un joli cadeau aujourd'hui? Mais c'est normal, nous sommes des amis. 2 semaines après ce tournage, Alpha Condé a été triomphalement réélu au premier tour. Son ami breton, lui, a déjà plein d'autres projets. Il pourrait démarrer bientôt la construction de la plus grande ligne de chemin de fer du pays. Et voilà pour ce document formidable signé Tristan Ouellex, Mathieu Régnier et Mickaël Bozo qui ont donc travaillé 6 mois pour ce premier portrait à la télévision du très secret Vincent Bolloré. On se retrouve avec vous, Sophie Coignard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Point, vous connaissez bien l'univers des grands patrons, l'univers de l'establishment, de ce que vous aviez appelé dans un best-seller à l'époque la nomenclatura française. Alors, dans cet establishment, il représente quoi, Vincent Bolloré? On a dit tout à l'heure un pirate, quelqu'un qui fait peur. Alors quelqu'un qui fait peur, incontestablement. Très longtemps, il a joué sur des cordes qui finalement faisaient vibrer le petit cœur de l'establishment, c'est-à-dire en gros
le fait qu'il avait repris l'entreprise familiale pour 2 francs, comme on le dit dans votre reportage, et puis qu'il avait réussi cette magnifique entreprise, il faut bien le reconnaître. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est son côté petit prince, comme d'ailleurs on l'avait surnommé, hein, le petit prince du cash flow à une époque. Donc, effectivement, il avait, c'est un peu l'anti-tapis, vous voyez, il n'a pas l'air brutal du tout comme ça. Et en fait, il l'est. En fait, il l'est. En fait, vous demandez à pas mal de ses anciens amis, pour commencer par Bouygues, par exemple, qui n'a pas décoléré pendant des années contre lui. Et donc, Vincent Bolloré est un homme d'affaires extrêmement imaginatif, très peu mondain, ce qui est le troisième ingrédient qui fait peur à l'establishment. En gros, quand vous ne fréquentez pas les mêmes cercles que les autres, vous êtes plus discret, plus secret, et donc, quelque part, plus dangereux. Alors, sa méthode, c'est de partir à l'assaut des entreprises, donc en achetant une petite partie du capital. On a appelé ça la poulie bretonne. Alors oui, les poulies bretonnes, parce qu'en fait, il s'est fait tout seul, certes, Vincent Bolloré, mais certains personnages importants de l'establishment parisien l'y ont beaucoup aidé. Parmi eux, un monsieur qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle Antoine Bernem, qui était une des têtes pensantes de la Banque Lazare. Et donc, Antoine Bernem a permis à Vincent Bolloré, d'ailleurs à Bernard Arnault, de devenir les grands patrons et les milliardaires qu'ils sont aujourd'hui. En rachetant des entreprises, donc. Oui, et puis en ayant un système, si vous voulez, de poupée gigogne. C'est-à-dire que comment faire pour prendre le contrôle d'entreprises qui ont un capital très important quand vous avez finalement pas assez d'argent. Alors vous pouvez emprunter, puis vous pouvez aussi faire des systèmes de contrôle en cascade. Donc vous prenez 51% d'une entreprise qui prend elle-même 51% d'une entreprise qui, etc., etc. Donc, in fine, vous avez le contrôle, mais au départ, votre mise de fonds est beaucoup plus faible. Ce sont des systèmes extrêmement sophistiqués qu'Antoine Bernem a développé et qu'il a appris à Vincent Bolloré. Très longtemps, d'ailleurs, Vincent Bolloré a été très reconnaissant à cet homme de tout cela. Il lui prêtait son jet privé comme il prêtait à d'autres son yacht. Sauf qu'à la fin, il le tue. Hein, parce que, donc, et puis à la fin, il le débranche. Et je me souviens avoir vu Antoine Bernem très peu de temps après ce débranchage, qui me disait, vous vous rendez compte, il ne me prête même plus son jet privé pour aller dans le conseil d'administration, je dois aller à Madrid. Il trouvait que c'était vraiment le sommet de, comment dirais-je, de l'ingratitude. Alors Vincent Bolloré, c'est Canal+, aujourd'hui, on va sans doute y revenir, mais sa fortune, son argent, il le gagne avec l'Afrique. L'Afrique, c'est 25% de son chiffre d'affaires, mais 80% de ses bénéfices, c'est là que vient son argent. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé en Afrique au départ ? Alors, en fait, son aventure africaine commence, à mon avis, quand il s'invite, comme toujours, souvent il s'invite tout seul, au conseil d'administration de la Banque Rivaux. La Banque Rivaux, dans les années 90, c'est une banque très sulfureuse qui est contrôlée par le comte Édouard de Ribes. On est dans une espèce d'establishment assez secret. C'est la banque du RPR, c'est la banque des centristes. On dit beaucoup que c'est la banque des services secrets aussi. Et surtout, la Banque Rivaux est une banque avec un héritage colonial très fort. Donc elle a plus de 100 holdings qui ont des noms extrêmement pittoresques, la compagnie des caoutchoucs de Padang, la compagnie des terres rouges. Et puis Vincent Bolloré, qui était arrivé en ami, fait ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 ans, je dirais, c'est lui qui raccompagne le comte Édouard de Ribes à la porte et qui prend le contrôle de la Banque Rivaux. Ça a soufflé l'establishment. Et là, il est tombé sur un certain nombre de pépites, sans mauvais jeu de mots, et il y avait dans la cagnotte, si je puis dire, de la Banque Rivaux, un certain nombre de terres qui exploitaient déjà l'huile de palme. C'est comme ça qu'il arrive en Afrique. Mais alors ensuite, il rachète beaucoup de ports. Et alors là, dans notre enquête, on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il prend le contrôle d'un port, que ce soit à Lomé, à Abidjan, à Conakry, au Cameroun, comme on l'a vu, à chaque fois, c'est le Far West. C'est quand même un univers très, très particulier. Oui, c'est un univers dont on ne peut parler qu'avec une grande prudence. Car, oui, on fait attention à ce qu'on dit. Hein. Oui, on va faire très attention, on va bien contrôler nos paroles, car Vincent Bolloré n'est pas connu comme un immense procédurier quand on parle de lui forcément. Mais il y a un sujet sur lequel il ne s'est rien passé, c'est l'Afrique. Il y a plusieurs médias qui ont été condamnés pour diffamation sur des tout petits points de détail. En gros, ce qu'il disait était tout à fait vrai, mais les juristes de Vincent Bolloré, qui sont très forts, ont réussi à trouver la petite chose qui permettait de les faire condamner. Donc effectivement, Vincent Bolloré est présent dans la plupart des pays d'Afrique sur des dossiers qui sont toujours des dossiers un peu compliqués, un peu sulfureux. En gros, ce
sont des concessions qui peuvent rapporter énormément d'argent, qui excitent beaucoup de convoitises et qu'on peut difficilement avoir sans, comment dirais-je, la bienveillance des autorités politiques locales. Et de ce point de vue, il est assez bon, c'est-à-dire qu'il joue du billard à 18 bandes, à la fois grâce à ses médias, grâce à son entre-gens, grâce aussi aux politiques français. Qu'ils soient de droite ou de gauche, les présidents soutiennent Vincent Bolloré, car aujourd'hui il a atteint le seuil critique, la taille critique qui fait que défendre Bolloré en Afrique, c'est défendre les intérêts français. Et c'est pour ça qu'il a autour de lui beaucoup de monde, comme par exemple Michel Roussin, qui était ministre de la Coopération, c'est-à-dire ministre de l'Afrique, qui est un ancien de la DGSE, les services secrets français. Voilà. On a vu aussi dans le reportage qu'il y a des anciens grands flics, Ange Mancini, le commissaire Kerry. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'anciens agents secrets, d'anciens policiers, d'anciens magistrats autour de lui ? Parce que Vincent Bolloré est un personnage très organisé, très romanesque, on l'a vu dans le reportage, est très organisé, c'est-à-dire qu'il ne laisse rien au hasard. Et donc, effectivement, avoir ces hommes qui ont un carnet d'adresses formidable, des réseaux extraordinaires, dans des milieux qui finalement peuvent apporter énormément d'informations qui n'affleurent jamais ni à la télévision ni dans les journaux, c'est détenir un pouvoir important, c'est celui d'être informé quand les autres ne le sont pas. Et Vincent Bolloré a très rarement raté son coup. Il est toujours parvenu soit à prendre le pouvoir, soit à sortir avec beaucoup d'argent. Il a toujours été dans cette idée de pile je gagne, face tu perds avec tous ses interlocuteurs. Et pour cela, il a besoin effectivement d'une infrastructure assez organisée. Alors, ça nous amène aux médias dont vous parliez à l'instant. Il a tenté d'acheter Bouygues donc pour acheter TF1, ça n'a pas marché. Il a racheté Havas. Ça n'a pas marché, mais il s'est fait beaucoup d'argent. Oui. Voilà. Ensuite, il a racheté Havas, ça a marché. Puis, bon, l'année dernière, il rachète Canal+. Et là, c'est le tsunami sur Canal+. C'est comme dans les films américains. On a raconté que les dirigeants ont été raccompagnés à la porte avec leurs petits cartons et en rendant les clés de la voiture. Est-ce qu'on peut diriger Canal+ comme on dirige un port ? Alors, non, bien sûr, mais finalement, on voit bien qu'au début, ça a créé beaucoup d'émoi, et puis que, bon, Canal+, continue à diffuser. En fait, il y a deux sujets. Est-ce que Canal+ est essentiellement une chaîne de télévision tournée vers l'information ? Je pense que la réponse est plutôt non. Donc, on voit bien, vous le montrez dans votre reportage, que Vincent Bolloré est extrêmement créatif en matière de synergie. Donc, il voit dans Canal+ des tas de choses extrêmement intéressantes, des tas de débouchés par rapport à Vivendi, par rapport à ses autres activités, etc. Un instrument de puissance également très important. Mais effectivement, je ne pense pas que sa passion soit l'information. Donc, est-ce qu'on peut diriger Canal+ comme on dirige un port ? Non. Mais je pense aussi que Vincent Bolloré va normaliser Canal+, et beaucoup de gens prédisent son échec. Moi, je ne sais pas. Ce serait une fameuse nouvelle que Vincent Bolloré rate quelque chose. D'ailleurs, je crois qu'il dit à un moment dans votre reportage, quand j'ai fait ça, tout le monde m'a pris pour un nulos. Enfin, je crois qu'il adore qu'on le prenne pour un gros nul. Donc, il aime les défis. Voilà. En ce moment, dans Paris, tout le monde pense que Vincent Bolloré est en train de se planter gravement sur Canal+. On voit bien qu'il n'a pas pris pour tout ce qui est info, il n'a pas choisi des personnalités extrêmement impertinentes, donc normalement il devrait avoir la paix. Et puis pour le reste, comme on dit aux États-Unis, business as usual. Hein. Alors on parle de Canal+, mais est-ce que le vrai pouvoir médiatique qu'il a, c'est pas plutôt Havas ? Havas, c'est la plus grande agence de pub française, une des 10 plus grandes du monde, et c'est surtout l'achat d'espace, c'est-à-dire l'achat de la publicité dans les journaux. Ça, c'est un vrai moyen de pression sur les journaux, sur la presse, non ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a une histoire qui a été racontée dans les journaux, qui concerne le journal Le Monde, en 2014 et 2015, pour 2 articles, je crois, qui n'avaient pas plu à Vincent Bolloré. Eh bien, Le Monde a perdu, en gros, de la part d'Havas, je ne sais pas, vers 7 millions, environ 7 millions. 4 et 3 millions, je crois. Voilà, on a retrouvé un document interne du Monde qui le montre. De publicité, ce qui est un énorme manque à gagner. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi des méthodes un peu, j'allais dire, un peu d'un autre temps, un peu 20e siècle. C'est assez bizarre cette forme de chantage, parce que finalement, c'est un rapport de force qui fonctionne jusqu'à présent. Mais
qui pourrait s'inverser. Enfin, le fait que vous puissiez diffuser cette émission prouve que finalement on peut dire des choses sur Vincent Bolloré en France, et ça pourrait peut-être, je l'espère en tout cas, donner des idées à d'autres médias. Mais est-ce que tout ça, donc sa puissance financière, sa capacité de faire des raids contre des entreprises, Havas, Canal+, est-ce que les policiers qui l'entourent, les ex-policiers, est-ce que tout ça, ça en fait pas un des hommes les plus puissants de France? Bien sûr que si. Moi, je suis absolument convaincue que Vincent Bolloré est un des hommes les plus puissants de France. Et ce qui est très important, c'est que les gens puissants le pensent aussi. Et beaucoup de politiques, de gauche comme de droite, beaucoup d'hommes d'affaires, la totalité des hauts fonctionnaires français pensent ça. Donc si les gens qui ont du pouvoir le pensent, ça veut dire qu'en effet, aujourd'hui, Vincent Bolloré est un des hommes les plus puissants de France, un des 10 hommes les plus puissants de France, certainement. Qui a une obsession, peut-être on l'a vu dans le reportage, c'est que ce groupe, qui a bientôt 200 ans, lui survive, et que ses 4 enfants lui succèdent. C'est ce qu'il lui reste à construire aujourd'hui? Il a commencé à le construire, mais effectivement, je pense qu'il y a une part de jeu, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand il est un peu en difficulté, il raconte l'histoire des résistants de sa famille, des gens qui participaient au débarquement, des fiers corsaires, etc. Donc il y a dans cet aspect légende bretonne un petit peu de rouerie, il ne faut pas le nier. Hein. Et dans le fait de dire qu'il veut perpétuer cette entreprise, il y a certainement aussi une part de calcul. Mais effectivement, qu'est-ce que peut désirer Vincent Bolloré aujourd'hui? Il est riche, il est puissant. Eh bien, c'est une forme de postérité que son groupe lui survive. Merci beaucoup, Sophie Coignard, de nous avoir aidé à mieux comprendre qui est donc Vincent Bolloré après ce document signé Tristan Walex pour complément d'enquête. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruandé et Clément Castex à la rédaction en chef. Caroline Durand à la préparation des plateaux. Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, un rendez-vous exceptionnel. François Hollande dans une nouvelle émission Dialogue citoyen avec David Pujadas. On se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée sur France 2.